Let's go. I'm in the gym, I'm in beast mode. No pain, no gain, that's the G code. Sweat on my skin, feel the reload. Ain't no limit when I'm in my zone. Let's go, let's go. When I'm in my zone. Let's go, let's go. When I'm in my zone. On connaît tous Mercedes-Benz, bien sûr, mais est-ce qu'on connaît vraiment son histoire? C'est une histoire incroyable, pleine de génie, de rivalité et de coïncidences tellement folles qu'elles ont littéralement changé notre façon de voir le monde. Et voilà la question qui est au cœur de tout ça, et qui est juste fascinante. Imaginez un peu le tableau. Deux inventeurs de génie qui travaillent sur la même idée révolutionnaire, en même temps, à seulement quelques kilomètres l'un de l'autre. Et pourtant, leurs chemins ne se sont jamais croisés. Jamais. Alors, comment est-ce possible? Pour comprendre, il faut rencontrer nos deux protagonistes. D'un côté, Karl Benz. De l'autre, Gottlieb Daimler. On est en Allemagne, à la fin du 19e siècle. Ce sont deux ingénieurs brillants, c'est certain, mais avec des approches radicalement différentes pour atteindre le même rêve, celui de créer un véhicule qui avance tout seul. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Leur philosophie était aux antipodes. Benz, lui, était un visionnaire, obsédé par l'idée de l'automobile comme un tout, un véhicule complet de A à Z. Daimler, de son côté, c'était l'ingénieur pur et dur. Son obsession, c'était le cœur de la machine, le moteur. Un moteur universel capable de tout faire avancer. Allez, commençons par Karl Benz. C'était un homme qui avait une vision qui, pour l'époque, était presque de la science-fiction. Il voulait créer la toute première voiture sans chevaux. Et la voilà, sa fameuse création, la Benz Patent Motorwagen, brevetée en janvier 1886. Bon, il faut avouer que ça ressemble à un drôle d'engin, non? Un tricycle un peu bricolé avec des pièces de vélo. Et pourtant, cet objet est officiellement la toute première automobile fonctionnelle de l'histoire. Rien que ça. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il a un brevet que c'est un succès immédiat, loin de là, en fait, c'est tout le contraire. Les gens se moquent, ils trouvent ça ridicule, bruyant, pas pratique du tout. Bref, le succès était vraiment, mais alors vraiment pas gagné d'avance. Et c'est là qu'une héroïne totalement inattendue entre en scène. Bertha Benz, la femme de Karl. Elle en a eu assez des doutes et des moqueries. Un beau matin d'août 1888, elle prend la voiture en secret avec ses deux fils et elle part. Elle vient de se lancer dans le tout premier road trip de l'histoire. Et en faisant ça, elle a réalisé le plus grand coup de pub de tous les temps, prouvant au monde entier que la voiture, ça marchait. Ok, ça c'est pour Benz. Mais pendant ce temps, son rival, Gottlieb Daimler, il en est où? Eh bien lui, il aborde le problème sous un angle complètement différent. Avec son partenaire, le génial Wilhelm Maybach, leur but, ce n'est pas de construire une voiture, non, c'est de construire le moteur parfait. Parce que Daimler, il ne pensait pas qu'aux voitures. Pour lui, son moteur compact et rapide, c'était la solution à tout. Il voulait motoriser, absolument tout ce qui bouge. Il l'a mis sur la première moto de l'histoire, le premier bateau à moteur, mais aussi sur un tramway, une pompe à incendie et même un dirigeable en 1888. Sa vision, c'était vraiment la motorisation universelle. Alors voilà, on a nos deux entreprises qui commencent à bien se développer, chacune dans son coin. Mais le nom de marque qui va tout changer, celui qui va les réunir et qu'on connaît tous aujourd'hui, il ne vient ni de Benz, ni de Daimler. Il arrive grâce à un troisième personnage, un entrepreneur qui avait du flair. Et ce personnage, c'est Emil Jelinek, un homme d'affaires autrichien, richissime, passionné de courses automobiles et qui est un des plus gros vendeurs de voitures Daimler sur la Côte d'Azur. Jelinek, en bon businessman, il repère tout de suite un problème majeur, un problème de marketing, le nom. Daimler, Motoren, Gesellschaft. Franchement, essayez de le placer dans une conversation. C'est imprononçable, ça ne fait pas rêver, bref, c'est pas vendeur. Il a donc une idée de génie. Pour porter chance à son écurie de course et pour avoir un nom un peu plus sympa, il va utiliser un pseudonyme. Ce sera le prénom de sa fille. Mercedes. Ce nom apparaît pour la première fois sur un circuit en mars 1899. Et là, c'est magique. Les voitures Mercedes de Jelinek gagnent tout. Et le nom, qui est élégant, facile à retenir, devient immédiatement synonyme de victoire et de prestige. Le succès est tellement immense qu'en 1902, c'est officiel. Jelinek a réussi son pari. Il a convaincu Daimler de faire de Mercedes la marque commerciale officielle de ses voitures. Le prénom de sa fille est en train de devenir une marque mondiale. Bon, récapitulons. On a maintenant deux géants de l'automobile en Allemagne. D'un côté, Benz, le pionnier, de l'autre, Daimler avec sa marque Mercedes, qui est devenue ultra célèbre. Deux rivaux acharnés. Alors, qu'est-ce qui a bien pu les pousser à s'associer?
La réponse, elle n'est pas très romantique. C'est tout simplement l'économie. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est plongée dans une crise terrible. Pour Benz et pour Daimler, le calcul est simple. Soit il s'allie, soit il risque de tout perdre. C'est la survie. C'est donc un mariage de raison, pas un mariage d'amour, mais la logique derrière est absolument imparable. On combine le savoir-faire de Benz pour construire des voitures entières avec la puissance et la réputation des moteurs Mercedes de Daimler. C'est tout simplement le meilleur des deux mondes réunis. Et le 28 juin 1926, c'est chose faite. La fusion est signée. La nouvelle société, Daimler-Benz AG, est née. Et avec elle, une marque qui va devenir une véritable légende, Mercedes-Benz. Mais attendez, il y a un dernier détail, et c'est peut-être le plus incroyable de toute cette histoire. Les deux pères fondateurs, Karl Benz et Gottlieb Daimler, dont les noms et les entreprises sont désormais liés pour l'éternité, ne se sont jamais, au grand jamais, rencontrés. En fait, Daimler est mort en 1900, plus d'un quart de siècle avant que cette fusion n'ait lieu. Ce qui nous laisse avec une dernière question un peu vertigineuse. On ne peut s'empêcher d'imaginer qu'est-ce que ces deux génies auraient pu accomplir s'ils avaient collaboré dès le début, au lieu que leurs héritages ne fusionnent que des décennies plus tard, par pure nécessité économique. C'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse. N'oubliez pas d'actionner le pouce vers le haut et de vous abonner, ça nous aidera de créer plus de vidéos pédagogiques. Merci à tous.